Bien, mes chers collègues, afin d'échanger sur l'évolution du secteur de la radio à l'heure du développement de la radio numérique, le DAB+, je suis heureux d'accueillir ce matin en votre nom Monsieur Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM, Madame Constance Banquet, présidente du bureau de la radio, Madame Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France, Monsieur Christophe Schalk, président du syndicat des radios indépendantes, et Monsieur Emmanuel Boutrin qui doit nous rejoindre. Président du syndicat national des radios libres. Comme le rappelle régulièrement le président de l'ARCOM, la radio est le média préféré des Français, celui qui les accompagne dans leur vie quotidienne, dès le matin et souvent tard le soir également. C'est aussi un média historique qui a joué un rôle important dans notre vie démocratique, comme vient de le rappeler la reconstitution il y a quelques jours de la première diffusion de l'appel du 18 juin du général de Gaulle par un logiciel d'intelligence artificielle. Les nouvelles technologies sont en effet devenues un enjeu important pour l'avenir de ce média. La radio est aujourd'hui confrontée à la concurrence des nouvelles offres comme les plateformes de musique en ligne et les services de podcast. Elle doit continuer, bien entendu, à se moderniser, ce qui pose la question de ces modes de diffusion. L'AFM a démontré sa pertinence depuis une quarantaine d'années. Elle a permis l'éclosion de nouvelles antennes sur tout le territoire, ainsi que la constitution de grands réseaux écoutés par la jeunesse. Mais cette technologie a également montré ses limites avec une qualité d'écoute inégale, une disponibilité des fréquences insuffisante et un coût de diffusion important. D'autres modes de diffusion sont apparus, comme l'IP et la radio numérique, qui apparaissent plus homogènes dans la qualité d'écoute, apportent davantage de services et coûtent également moins cher en frais de diffusion. Nous sommes bien conscients des difficultés que rencontrent les radios aujourd'hui, avec une désaffection de certains publics et un marché publicitaire de plus en plus disputé par les acteurs du numérique. L'opérateur public a pour sa part connu une baisse en niveau de ses moyens d'une vingtaine de millions d'euros depuis 2018, alors que les recettes des radios sont donc orientées à la baisse. Leurs postes de dépenses ne sont pas épargnés par la hausse des coûts. C'est dans ce contexte qu'intervient le développement du DAB+, qui oblige de nombreux acteurs à devoir financer une double diffusion, à la fois en FM et en DAB+, ce qui n'est pas à la portée de toutes les radios. Si nous avons souhaité vous entendre ce matin, c'est évidemment pour connaître votre analyse de la situation et comprendre la stratégie des acteurs que vous représentez, mais également pour essayer de nous projeter à l'horizon de 2030 ou 2035. Est-ce que nous devons considérer que le DAB+ constituera toujours d'ici là un mode de diffusion complémentaire, ou bien devons-nous partir du principe que la radio numérique est appelée à se substituer à l'AFM? Dans le premier cas, le recours au DAB+ demeurerait un choix propre à chaque acteur, alors que dans le second, évidemment, il reviendrait nécessairement à l'État et au Parlement de demander à l'ARCOM d'organiser une transition avec comme perspective une extinction de l'AFM. Si nous avons souhaité organiser cette table ronde, c'est aussi parce que la stratégie des pouvoirs publics ne nous semble pas suffisamment claire sur ce sujet. Certes, l'ARCOM poursuit le déploiement du DAB+, qui devrait en 2023 couvrir la moitié de la population métropolitaine, mais il ne faut pas confondre couverture des populations et usage de cette technologie. La plupart des Français semblent ignorer l'existence même de la radio numérique, qui pourtant s'impose dans les voitures comme l'avenir de la radio. La France a pris du retard dans le développement du DAB+, mais cela ne signifie pas qu'il ne sera pas prochainement comblé. Faut-il, dans ces conditions, développer une politique publique ambitieuse afin d'accompagner à la fois les radios pour qu'elles diffusent en DAB+, mais également les Français pour qu'ils adaptent leur usage? Est-il nécessaire que l'État aide l'ensemble des acteurs à engager cette transition, et avec quel type de dispositif? Voilà quelques-unes des questions que nous souhaitons vous poser, sachant que dans notre esprit, c'est l'appropriation par une très large majorité de Français de cette technologie qui pourra, in fine, poser la question de l'arrêt de l'AFM.
Nous en sommes donc assez loin. Je vais céder maintenant la parole au président de l'ARCOM afin qu'il nous présente un bref état des lieux du DAB+, puis évidemment chaque intervenant prendra ensuite la parole pour s'exprimer. Notre collègue Jean-Raymond Hugonnet vous posera ensuite une première série de questions, puis évidemment chacun des autres collègues qui le souhaitent pourra vous interroger à son tour. Je vous rappelle que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat. Monsieur le président de l'ARCOM, je vous cède la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est avec un grand plaisir qu'en ce début d'année, je retrouve votre commission avec laquelle nous travaillons très étroitement et en confiance, et j'allais dire très activement, compte tenu de l'investissement du Sénat. Pardon, monsieur le Sur président, les sujets audiovisuels. Vous m'entendez pas? On vous entend assez mal. Si vous pouviez augmenter les micros, le son des micros. Si. Il faut que j'appuie sur celui-ci. C'est meilleur, là? C'est bon? Voilà. Merci, monsieur le président. Donc, je disais combien nous étions heureux avec Hervé Gaucho, membre du collège qui m'accompagne, Frédéric Bocobza, qui est le directeur général adjoint, qui suit plus particulièrement ce dossier, et puis François-Xavier Mellon, qui est le directeur de la radio et de l'audio numérique au sein des services de l'ARCOM, de retrouver en ce début d'année votre commission avec laquelle nous travaillons très intensément sur les sujets audiovisuels, compte tenu de l'investissement du Sénat, bien connu sur ces questions majeures pour notre pays. Je vous remercie également de votre initiative de cette table ronde. Vous savez combien ce média nous est cher à l'ARCOM, mais cher à titre personnel. Je dis souvent que c'est le média du cœur, et vous l'avez dit dans votre propos, c'est un média qui est plébiscité par les Français. 40 millions de Français écoutent tous les jours la radio. C'est un média de masse très puissant, et c'est surtout l'un des médias auxquels les Français font le plus confiance. On croit ce qu'on entend à la radio, peut-être parfois à tort, mais on fait confiance à ce média. Ça ressort très nettement de toutes les enquêtes d'opinion. C'est un vecteur de lien social très, très important. Et on l'a vu pendant la pandémie, y compris au niveau local. Et il faut d'ailleurs tirer un coup de chapeau aux radios associatives. La fonction de service de la radio est aussi une fonction très, très importante. C'est en même temps un média qui mérite notre attention collective parce qu'il est interrogé, on le sait, vous l'avez souligné. Un marché publicitaire qui est effectivement en tension. Il y a eu un léger rebond en 2021, mais le marché n'est pas aujourd'hui au niveau où il était en 2019. Donc c'est un point de vigilance, parce que c'est le financement de ce média qui est en question. Et puis c'est un média qui est également supporté par des acteurs puissants. Je pense notamment au secteur des radios musicales, avec le rôle des plateformes de streaming qui jouent maintenant, qui ont un poids très important, mais on pourrait citer bien évidemment le rôle des réseaux sociaux qui compte aussi très, très important. Et puis les mesures d'audience montrent tout de même quelques points de vigilance, même si on observe de fortes disparités entre les acteurs. Le service public, je pense que la présidente Veil aura l'occasion de l'évoquer, montre qu'on peut aussi bien tirer son épingle du jeu dans le secteur, mais ça doit être un point de vigilance, tout en relevant que c'est un média qui a aussi, comme toujours au fil de son histoire, des 100 ans de son histoire, une capacité de rebond formidable du fait du capital qui est le sien. D'abord en sachant s'adapter aux usages, et le mouvement du podcast, qu'il s'agisse de replay ou de podcast natif, ouvre un nouvel horizon. De même que les transformations technologiques, et j'en viens très directement au DAB+, sont une perspective d'avenir importante pour ce média. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je préside cette institution, l'ARCOM a souhaité donner un coup d'accélérateur au déploiement du DAB+, puisque la France était en retard par rapport à ses voisins, à la fois pour construire et contribuer au futur de la radio, mais aussi en partant d'un constat qui est la saturation, et je le vois quotidiennement, la saturation de la bande FM. Il suffit de regarder à chaque appel à candidature que nous faisons sur la bande FM, les choix cornéliens auxquels nous sommes confrontés, et du coup l'activité contentieuse qui est considérable. Dans l'activité contentieuse de l'ARCOM, la radio occupe une place de choix,
parce que, bien évidemment, il y a beaucoup d'appelés sur les fréquences éventuellement disponibles et très peu d'élus, puisqu'il y a très peu de fréquences. Donc, le DAB+, pour nous, est un chantier prioritaire, d'abord parce qu'il répond à l'intérêt du public, une qualité d'écoute supérieure, un son numérique, un incontestable confort d'écoute en mobilité. Quand on a goûté au DAB+, on a beaucoup de mal à le quitter. Et pour utiliser des tronçons autoroutiers qui ont la chance d'être couverts par cette technologie, j'en mesure à titre personnel tout le prix. C'est une technologie qui est économe en énergie, il faut le rappeler, moins d'émetteurs nécessaires pour couvrir le déploiement. C'est un accès gratuit pour les auditeurs, donc il n'y a pas d'intermédiation avec des acteurs tiers. C'est une technologie qui permet d'enrichir l'offre par rapport à une bande FM saturée. Et c'est une technologie qui s'inscrit dans le concert européen, puisqu'on a nombre de partenaires de l'Union qui sont aujourd'hui dans une phase active ou beaucoup plus avancée que nous. La Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne. Donc la France ne peut pas rester telle une tribu gauloise repliée sur son petit village. Elle doit aussi prendre en compte les perspectives. Donc vous l'avez dit, l'objectif pour cette année, c'est maintenant de couvrir 50% de la population. Je pense qu'on a franchi avec les acteurs, mais ils vont s'exprimer à notre place, qu'ils soient publics ou privés, et je les remercie parce que c'est un choix structurant pour le secteur et un choix qui a bien évidemment un coût en termes de charges de diffusion, mais je crois que ce choix est maintenant fait, est définitivement fait, et que maintenant il faut réussir clairement cette opération. Alors les prochaines étapes pour nous, c'est bien évidemment d'abord de poursuivre le déploiement, et l'autorité s'est mise en ordre de marche pour accélérer autant que faire se peut ces procédures. Alors les procédures sont longues parce que bon, vous êtes très familier du cadre législatif et réglementaire qui est le nôtre. On est en France, on aime bien les réglementations dans ce pays, et les réglementations sont lourdes, sont contraignantes, et on a beaucoup d'étapes à franchir. Mais en tout cas, sur la feuille de route de déploiement du DAB+, on a mis le plus possible l'accélérateur. Deuxième point qui nous paraît vraiment crucial, et on a beaucoup insisté là-dessus, et je suis heureux que les partenaires publics et privés aient enfin réussi à se mettre d'accord sur ce point, l'heure de la promotion du DAB+, est devenue cruciale. Il faut faire connaître le DAB+, aux Français. Je suis frappé, même quand il m'arrive de prendre un taxi à Paris, très souvent on écoute le DAB+, dans un taxi à Paris, mais on ne sait pas. On est comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. On écoute le DAB parfois sans le savoir. Donc il faut que cette action de promotion du DAB se déploie. Donc il existe maintenant une association pour le rayonnement du DAB, comme il y avait eu une association pour la promotion de la TNT en son temps. Il faut qu'elle monte en puissance. Il faut s'adresser aux Français. Il faut faire de la pédagogie sur le DAB. Il faut généraliser l'équipement. Et donc ça, je pense que ça peut croiser le chemin du Parlement, le cas échéant. Donc vous savez que tous les véhicules qui entrent en circulation aujourd'hui sont automatiquement équipés de la puce correspondante. Donc là, le renouvellement du parc automobile, qui est un point important pour la radio, puisque l'écoute en mobilité est très importante, va s'accélérer. 90% des voitures neuves, donc immatriculées en 2021, proposer un récepteur DAB+ en série. Mais il faut aussi que les récepteurs individuels à domicile soient équipés de cette puce. Et je pense que l'obligation pourrait être posée maintenant pour les matériels d'entrée de gamme, les récepteurs entrée de gamme qui permettent d'accéder à la radio, d'avoir l'obligation de disposer de cette technologie. Il faut aussi prendre en compte les contraintes économiques des acteurs. Alors, il y a une réforme qui est en cours s'agissant notamment des radios associatives et du fonds de soutien à l'expression radiophonique, avec un mécanisme de bonus qui est mis en place par le ministère de la Culture. On avait beaucoup insisté sur ce point, vous vous rappelez, Monsieur le Président, y compris devant vos commissions à plusieurs reprises, pour plaider sur cet accompagnement-là.
Il y a un autre point, je vous ai écrit également sur ce sujet récemment, qui mérite, je crois, une vraie attention, c'est celui des mentions légales. C'est un sujet récurrent, c'est un poil à gratter du secteur pour lequel il faut aujourd'hui trouver une réponse. Les mentions légales participent d'une très bonne intention, bien évidemment, de transparence et d'intérêt des Françaises et des Français. Mais on peut certainement trouver des méthodes maintenant, dans la mesure où toutes les radios se prolongent par une activité numérique et des sites Internet, faire en sorte que les mentions légales s'expriment d'une autre façon, sans venir altérer les messages publicitaires à un moment où le budget publicitaire se contraint. Quatrième point qui me paraît central, vraiment je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut moderniser, je sais que ce point ne fait pas toujours consensus, mais il faut moderniser la mesure de l'audience en matière de radio. Si on veut regarder les problèmes en face et trouver les bonnes solutions, il faut nommer les problèmes, il faut dire les choses. Et donc il faut absolument s'engager dans une modernisation. Médiamétrie y est disposée, y travaille. C'est l'intérêt du secteur. En tout cas, nous y sommes pour notre part tout à fait favorables pour bien mesurer des usages nouveaux. Je pense au podcast ou des technologies nouvelles. Je pense au DAB+. Une suggestion, mais je la mets au débat, c'est une contribution que l'ARCOM, en tout cas, est prête à porter, si cela fait consensus parmi les acteurs, si à l'issue de cette table ronde, ce point paraît intéressant. L'ARCOM pourrait conduire ce qui s'est fait en Grande-Bretagne il y a 2 ans maintenant, en 2021, un exercice de livre blanc sur le média de la radio. Le Royaume-Uni a mené à bien cet exercice pour regarder l'ensemble de la problématique de ce média. Et à ce moment un peu charnière, à ce moment de bascule, où la question que vous avez mise au centre de cette table ronde, de savoir à quel moment devra se faire la bascule entre le DAB et la FM, cet exercice qui prolongerait la table ronde d'aujourd'hui, d'une certaine façon, qui permettrait d'entendre l'ensemble des points de vue aussi, et d'essayer de construire ensemble des orientations pour l'avenir. C'est une piste que je mets sur la table, en tout cas pour dire que l'ARCOM est plus que disponible sur ce dossier et décider vraiment à ce qu'on puisse avancer ensemble. Notre sentiment, c'est qu'il est probablement un peu tôt aujourd'hui, compte tenu de l'usage, pour fixer une date, comme on l'avait fait entre l'analogique et le numérique en son temps pour la télévision. Mais il est probablement temps de commencer à construire l'avenir de ce média de ce point de vue-là aussi, de commencer à dessiner un horizon. C'est aussi un enjeu économique, parce que bien évidemment, la bascule sera l'occasion d'alléger des coûts de diffusion pour ces acteurs, services publics comme acteurs privés. Donc je pense que là, probablement un petit peu tôt pour fixer une date, mais je crois qu'il faut quand même engager cette réflexion, et je salue vraiment votre initiative pionnière, si je puis dire, de poser aujourd'hui cette question. Donc voilà, j'ouvre ce point en conclusion de mon propos, en vous excusant d'avoir été peut-être un tout petit peu long, en disant que nous serions disponibles, en tout cas, pour mener cet exercice à l'instar de nos voisins grands-bretons sur cette idée de livre blanc sur la radio. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant vous donner la parole à chacun pour quelques minutes, sachant que nous avons aussi des questions. Madame Sybille Veil. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le son est le bon? Voilà, donc je vais démarrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit le Président Roch-Olivier Mestre de l'ARCOM, étant en tout point d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas allonger le propos par des choses qui ont déjà été dites, donc je vais essayer de me concentrer sur quelques réflexions que m'inspire cette initiative, dont je salue également le caractère pionnier. Vraiment, je vous remercie d'avoir eu l'initiative de cette table ronde, parce que ce sur quoi on discute ce matin, pour moi, c'est vraiment de l'avenir de la radio et de sa place dans les usages audio de demain. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu de fond que l'on discute ce matin. La radio, ça a été très bien rappelé par le président de l'ARCOM, a une valeur
très importante pour nos concitoyens. C'est une valeur individuelle et collective, privée et publique, compte tenu du fait que c'est 40 millions de Français qui l'écoutent tous les jours. C'est 93% des Français qui l'écoutent chaque mois. C'est un média qui sert aussi en cas de crise. C'est un des plus résilients qui permet une communication sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un média qui a un rôle absolument majeur. Et donc nous devons nous préoccuper de la manière dont il sera écouté dans les prochaines années. Ce qu'on voit quand on regarde l'évolution des usages, c'est que, contrairement à un autre média audiovisuel, le poids de l'écoute en direct reste très important. Aujourd'hui, c'est plus de 90% de l'écoute. Et on voit aussi que cette écoute se fait à 80% sur un support de diffusion hertzienne, donc avec la FM. Ça veut dire que ce poids de l'écoute en direct est majeur et on sait qu'il va rester très élevé dans les prochaines années. L'étude du gouvernement britannique à laquelle faisait référence le président de l'ARCOM se projette à 15 ans et évalue plusieurs scénarios au sein desquels l'écoute en direct va rester majoritaire parce que la radio est un média d'accompagnement et plus largement l'audio est un média d'accompagnement. Donc on branche sans s'arrêter pour savoir quel programme choisir trop longuement comme on fait pour la télévision. Ces préalables sont importants parce que ça veut dire que la diffusion du direct est un enjeu qui est absolument essentiel pour le secteur. Or, ce qui a été très bien dit, c'est que le réseau de la FM est saturé, il est aussi fragmenté et enfin il ne répond plus aux usages d'aujourd'hui. Je vais insister un peu sur ce point-là. On sait que dans les usages audio aujourd'hui, on a des plateformes qui diffusent de la musique, qui permettent de présenter la pochette de l'album, des données sur la musique qu'on écoute, sur le programme qu'on écoute. Aujourd'hui, le réseau FM et sa diffusion est très décalé par rapport à ces nouveaux standards d'écoute qui sont ceux de l'audio. Ce qui veut dire que si on se projette dans la durée, comment est-ce que la radio va rester concurrentielle face à des usages audio qui, eux, ont une modernité dans leur code, leurs standards, qui vont être notre première concurrence dans les années qui viennent. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que s'interroger sur la modernisation de cette diffusion, c'est absolument essentiel. Et je remercie beaucoup l'ARCOM d'avoir pris courageusement à bras-le-corps ce sujet en menant une réflexion sur le déploiement du DAB+, d'avoir réuni l'ensemble des acteurs. Et nous avons évidemment été très partants pour accompagner avec les acteurs privés de la radio l'adoption de cette nouvelle technologie. Nous sommes réunis au sein de Multiplex. Nous avons également créé ensemble une association de promotion du DAB+. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est porté par les différents acteurs publics et privés. Je pense que c'est important d'avoir aussi cette unité parce que ça a des avantages qui sont très importants. Je vais les résumer très rapidement. Ça a des avantages pour les éditeurs radio que nous sommes. Ça répond à la problématique de saturation de la bande passante. Il peut y avoir plus de radios. Il peut y avoir aussi une diffusion meilleure sur l'ensemble du territoire. Ça a aussi des avantages indéniables pour les auditeurs. Ils ont été très bien rappelés par le président de l'ARCOM sur l'absence de changement de fréquence, sur le fait que ça reste gratuit, sur aussi le fait que sur toutes les données associées au programme sont beaucoup plus visibles. Et il y a encore beaucoup de progrès d'ailleurs qui sont permis par ces technologies-là. Donc il y a vraiment une amélioration de l'attractivité du média radio. Et c'est bien la raison pour laquelle les autres pays européens ont adopté, bien avant nous, cette technologie. Quand on regarde la couverture du réseau DAB+, dans les autres pays autour de nous en Europe, beaucoup sont proches de 100%. Le Danemark, 99,9%. La Norvège, 99,7%. La Suisse, 99,5%. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, c'est pas que le nord de l'Europe, ça descend aussi plus vers la Méditerranée. Nous, en France, nous avons un retard qui a commencé à être rattrapé. C'est bien, c'est important, mais il faut aller plus loin et ça passe évidemment par le fait de le faire connaître aux Français, puisque même si la couverture du réseau est en train de se déployer progressivement, nous avons encore que 14% des foyers français qui sont équipés. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un enjeu d'adoption de cette nouvelle technologie et de savoir ce que le secteur veut faire pour qu'elle s'adopte, pour qu'elle soit réellement adoptée.
Pourquoi est-ce que c'est un enjeu important? Parce qu'aucun des acteurs du secteur, en tout cas le service public, ne pourra pas dans la durée supporter un double coût de diffusion à un moment où on sait qu'on a tous un média qui subit de plein fouet une transformation numérique qui elle-même nécessite une vraie transformation, des redéploiements de moyens. Supporter un double coût de diffusion dans la durée, je pense que pour l'ensemble des acteurs du secteur, c'est quelque chose qui sera difficilement tenable durablement. Ce qui pose la question d'une vraie stratégie de diffusion. Moi, je pense que l'idée que le président de l'ARCOM vient de présenter, de travailler sur un livre blanc, c'est-à-dire un travail qui permet d'analyser l'évolution des usages, d'analyser aussi comment l'ensemble du secteur s'approprie et va évoluer dans ce nouveau contexte technologique, qui permet d'aboutir à une stratégie qui soit une stratégie concertée, et je l'espère aussi consensuelle. Je pense que c'est très important parce que nous devons nous interroger sur les conditions de transition entre l'AFM et le DAB+, ne serait-ce que pour des raisons économiques. C'est un mode de diffusion qui est moins coûteux, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui est aussi moins coûteux énergétiquement. Je pense que cette problématique-là devient de plus en plus importante aujourd'hui, avec tous les enjeux de développement durable. C'est une stratégie aussi, et ça je pense beaucoup aux concitoyens, c'est une technologie qui est gratuite. Or, notre enjeu à tous, c'est quand même de maintenir un média radio dont l'accès soit libre, gratuit et qui soit facilement accessible. Je pense que c'est essentiel. Tout à l'heure, je parlais de la valeur publique de la radio. Bon, je vais donner un exemple. À l'été 2020, il y a eu la tempête Alex qui a fait que dans les Alpes du Sud, il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait plus aucune réception, les télévisions ne marchaient plus. Le seul média qui continuait de fonctionner, c'était la radio, qui a permis aux services de la préfecture de continuer à communiquer avec les populations et leur dire quelles mesures adopter dans ces circonstances. Donc c'est un média dont la gratuité, la facilité d'accès sont absolument essentielles. Alors, la question qui se pose et qui est au centre aussi de nos réflexions, c'est oui, mais pourquoi ne pas basculer vers un mode de réception qui serait tout numérique au sens de l'IP, c'est-à-dire reçu en Wi-Fi ou en 4G, plutôt que ces technologies-là qui est le DAB+. Ben, justement pour la raison que je viens d'invoquer. Je pense qu'il faut qu'on garde un média en France qui ait un mode de diffusion qui soit très résilient, qui soit gratuit, qui repose sur une technologie de diffusion qui soit maîtrisée par ses acteurs, donc qui soit souveraine. Je pense que c'est un véritable enjeu. Je pense que c'est aussi un enjeu parce que la manière dont l'univers numérique se déploie, on voit bien qu'il y a plein de chemins qui sont possibles, qu'on n'est qu'au début d'une histoire. Et moi, ce que je constate, c'est que dans ces univers connectés, je pense aux enceintes connectées, je pense au tableau de bord, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous sommes face à des acteurs qui sont dans une position de gatekeeper, qui peuvent mettre en place des stratégies d'auto-préférence, qui pourront peut-être un jour nous demander de payer pour être diffusés sur une enceinte connectée, dans une voiture. Donc ça va poser beaucoup de questions pour aussi la souveraineté et la maîtrise de notre propre média. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui est déterminant. Et quand on se projette dans l'avenir de notre média, je pense que c'est ces questions-là qui sont centrales. Voilà très rapidement ce que je voulais dire pour compléter ce qui vient d'être très bien dit par le président de l'ARCOM. Merci, Monsieur le Président. Madame Constance Banquet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus. Alors, je vais très rapidement vous rappeler ce qu'est le Bureau de la radio. C'est une association qui représente les intérêts des 4 groupes de radios privées, M6 avec RTL, RTL2 et Fun, Énergie avec Énergie, Chéri FM, Nostalgie et Rire et Chanson, Altis Média avec RFM et BFM Business, et enfin Lagardère avec Europe 1, RFM et Virgin. Les radios du BRDR représentent près d'1 auditeur sur 2 en France et les 3/4 du marché publicitaire privé. Elles emploient aujourd'hui partout en France plusieurs milliers de salariés, que ce soit des animateurs, des journalistes, des techniciens, des commerciaux, et enfin des centaines d'implantations locales partout en France. Les radios privées aussi contribuent au financement de la création à hauteur de plus de 60 millions environ chaque année avec la SPRE et la SACEM.
comme l'ont dit mes prédécesseurs, alors plus on arrive tard, plus on va, je vais essayer de ne pas paraphraser, mais c'est vrai que le DAB+, on en est convaincus, nous les radios privées, c'est très important pour la modernisation de la radio. Nous y sommes tous engagés. Cependant, c'est vrai, et comme Roch-Olivier l'a dit, cela tombe à un moment compliqué pour le marché publicitaire et donc pour nous, radios privées, pour nos financements. Mais nous ne sommes pas dogmatiques, nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes ouverts au débat, car comme vous l'avez dit tous les deux, c'est essentiel pour l'évolution de ce média qui est tellement important pour les Français. Mais ce que nous pensons, nous, les radios privées, c'est qu'il est un petit peu tôt pour un calendrier, pour l'arrêt réel, enfin en tout cas pour l'arrêt progressif de l'AFM, tant qu'il n'aura pas été répondu de manière précise, pour nous, à 4 conditions qui nous semblent obligatoires, vraiment obligatoires. La première, c'est de dupliquer la couverture FM, y compris le local, sur le réseau DAB+. C'est vrai qu'au début, l'ARCOM, vous nous aviez présenté un instrument de modernisation, de complémentarité, et que si l'on va vers une substitution, il ne faut en aucun cas, c'est très important pour nous, renoncer à l'implantation de nos programmes locaux. Deuxième condition, la stabilisation d'offres d'opérateurs disponibles. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de financement. Donc c'est vrai que, par exemple, à Paris, il y a aujourd'hui 100 radios. Donc quand il y a 100 radios, il y a une dissolution des sources de financement. Donc ce que nous préconisons, c'est d'accorder les fréquences disponibles en priorité aux opérateurs existants. Troisième condition obligatoire pour nous pour évoluer vers la DAB+, vous l'avez dit aussi, mais c'est de s'assurer que tous les Français, évidemment, aient un récepteur DAB+, pour le capter. C'est-à-dire d'interdire la vente de récepteurs radio qui n'est pas le DAB+, parce que évidemment, il faut que tous les Français, tu as parlé, Sybille, de liberté, mais peut-être avant la liberté, il y a l'accessibilité qui est essentielle. Et enfin, quatrième condition qui nous semble obligatoire, c'est évidemment quel est l'engagement réel de l'État à nos côtés. Quand je parle d'engagement, je parle d'accompagnement aussi. Aujourd'hui, à terme, le DAB+, pour les radios privées, quand je dis à terme, c'est dans les 5-6 ans, ça va nous coûter plus d'1 million par radio. Donc évidemment, c'est un budget qui est très important pour nous. Avec la double diffusion, ça nous fait des doubles frais. À l'heure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le financement de nos radios est essentiellement fait par la publicité, dans un marché qui souffre. Donc il est très clair que nous avons besoin, pour aller un peu plus loin sur le DAB+, d'une aide très précise de l'État. Tu as parlé, on a aussi des mesures qui ne sont pas seulement financières. Tu as parlé des mentions légales qui sont un vrai frein pour les radios privées, mais nous avons aussi les quotas, nous avons aussi une série de discussions, en tout cas de combats, où nous avons réellement besoin d'être accompagnés par les pouvoirs publics pour avancer. Voilà. J'ai été courte. Mais claire. Voilà, j'espère. Christophe Schalk. Monsieur le Président, bonjour, merci pour cette initiative. Je vais être aussi clair que mes prédécesseurs, je l'espère, et aussi court que Constance, c'est promis. Je représente le CERTI, qui est le syndicat effectivement des radios indépendantes françaises, des radios qui souvent ont été créées au début des années 80. Elles sont 170 aujourd'hui à être fédérées au sein de notre structure, et il se trouve qu'à l'heure actuelle, nous faisons le tour de France de nos adhérents. Lyon hier, Bordeaux la semaine dernière, et la question du DAB+ nous est posée toujours. C'est une préoccupation réelle pour les acteurs que nous représentons, mais j'y reviendrai. Nous touchons au travers de ces 170 stations 7 millions d'auditeurs tous les jours. Je ne vais pas redire, ça a été dit, à quel point la radio est importante. La période de crise sanitaire que nous avons traversée a prouvé plus que jamais quel rôle nous remplissons depuis la création de nos stations il y a 40 ans. Pour sourire un peu, nos radios étaient peut-être un peu considérées sur les territoires qu'elles couvrent comme les médias de papa. Mais il se trouve que le fabriqué au bout de la rue est redevenu très tendance et nous sourions parce qu'on a toujours été fabriqué au bout de la rue et aujourd'hui on est considéré comme étant vertueux, c'est vrai, et ça l'est depuis la création de nos stations. Nos 170 adhérents emploient 2500 personnes en France, dont 500 journalistes. Nous regroupons des radios thématiques, musicales parfois avec des diffusions larges, parfois nationales ou quasiment, en tout cas elles y prétendent. Nous regroupons des radios locales, des radios régionales et également des pure players du DAB+. Certains acteurs ont choisi de se concentrer exclusivement sur ce mode de diffusion. Ils ont fait ce pari-là. Nous les accompagnons. Ils ont d'autres préoccupations évidemment, mais notre rôle c'est de soutenir l'ensemble de la filière. Je suis moi-même acteur de la radio en Alsace. J'ai eu le plaisir tout à l'heure de
de saluer Claude Kern, qui est sénateur du Bas-Rhin, et je salue Elsa Schalk, qui porte un joli nom, quasiment orthographié comme le mien. Deux petites choses en préambule. Je voudrais rappeler qu'il y a presque 10 ans maintenant, les premières zones à être couvertes par le DAB+, étaient Paris, Marseille et Nice. Et nos adhérents du CERTI étaient parmi les premiers acteurs à prendre part à cette initiative qui était à l'époque un peu hasardeuse. Ça fait donc 9 ans que sur nos comptes d'exploitation apparaissent chaque année des coûts évidemment de diffusion. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous nos adhérents vivent exclusivement et à 100% de la publicité qu'ils commercialisent et de l'exploitation de leurs supports audio et digitaux. Et donc cette double diffusion a un vrai coût depuis 9 ans. Certains de nos adhérents commencent à ne plus y croire et à baisser les bras. Il est donc, pour anticiper la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, oui, important dès à présent de les accompagner et de fixer un cap, mais j'y reviendrai ça aussi. Donc 9 ans de parti pris pour nous en matière de défense de DAB+, pour une raison principale, et Sybille Veil le rappelait tout à l'heure, la souveraineté de notre diffusion est stratégique. On l'a vu récemment avec des bras de fer entre des opérateurs de télévision. Nous ne voulons pas vivre ça. La FM nous a permis d'être souverains en matière de diffusion. La création récente d'une belle expérience qui s'appelle Radio Player va également en ce sens. Nous ne dépendons de personne. Nous sommes chez nous avec l'ensemble des acteurs de la région, de la profession, on ne l'a pas dit encore. Donc le DAB+, nous permet aussi de rester maître de notre diffusion. C'est effectivement essentiel et nous ne voulons pas dépendre des fournisseurs d'accès Internet qui souvent sont logés ailleurs qu'en France, vous le savez bien. Un autre élément que je voudrais soumettre et qui nous taquine depuis quelques mois, quelques semaines plus particulièrement, on assiste à un radio-bashing régulier à l'heure actuelle. À chaque fois que les audiences sont proclamées, on nous dit oui, la radio perd de son terrain. C'est vrai, les crises sanitaires ont engendré des modifications quant à la consommation média, on le voit bien. Pour autant, et on le rappelait tout à l'heure, 40 millions de personnes nous écoutent régulièrement, 93% des Français à l'échelle d'un mois écoutent la radio. Donc voyons le verre à moitié plein parce qu'il l'est. La radio reste puissante, à nous de faire ce qu'il faut en termes de programme et de mode de diffusion pour qu'elle le reste demain. Et en tout cas, nous, on est convaincus du fait que pendant quelques années encore, 5, 10, 15, 30 ans, 50 ans certainement, la radio continuera à fonctionner si on est capable de prendre les virages face auxquels nous nous trouvons maintenant. Je voudrais, pour être positif, rappeler quand même que collectivement, nous avons réussi depuis 10 ans. Le CSA de l'époque nous incitait à faire l'expérience de DAB+, nous l'avons fait. Les acteurs, et c'est le deuxième point de satisfaction, nationaux, nous ont rejoints dans cette aventure, publique et privée. Et puis nous avons, ça a été rappelé également, réussi à créer cette association de promotion pour le DAB+, ensemble pour le DAB+. Maintenant, il faut que nous ayons les moyens, effectivement, de nous adresser au grand public et à la population au sens large pour qu'effectivement, on intègre ce mode de réception dans ses habitudes de consommation de la radio au quotidien. Je termine par 2 points. L'extinction de la FM, évidemment, se posera un jour. Aujourd'hui, bien entendu, le déploiement du DAB+ n'est pas mature. Pour autant, on l'a rappelé, la diffusion en DAB+ est particulièrement vertueuse en matière de consommation d'énergie. Et ces doubles coûts de diffusion, si nous pouvons effectivement nous en passer dans 10 ou 15 ans, nous applaudirons dès demain. Donc je ne voudrais pas que nous soyons considérés comme étant réfractaires à l'arrêt de la FM. C'est simplement une question de calendrier et il faut que nous en parlions, bien entendu. Et oui, je le redis et je m'arrête après cela, l'accompagnement de nos adhérents, acteurs dans le domaine du DAB+, depuis bientôt 10 ans, je le disais, et maintenant nécessaire avec un cap que nous partagerons avec l'ensemble des acteurs. Merci, M. Schall. M. Boutrin. Bonjour Monsieur le Président, je tenais également à vous remercier de cette commission. Je remercie également mon délégué général, Christophe Bedbédé, qui est présent dans la salle et qui pourra répondre à certaines questions le cas échéant. Et je remercie évidemment les sénatrices et les sénateurs présents, nombreux, et je sais que votre institution, Monsieur le Président, au travers de vos collègues, a toujours été très attentif aux radios locales et notamment aux radios locales associatives depuis, depuis 1981, parce que nous sommes, comme vous, sur les territoires. Les radios associatives, ce sont 700 très petites entreprises, de 1 salarié jusqu'à 8, 10 salariés, très implantées donc sur les territoires, et comme l'a rappelé Madame la Présidente tout à l'heure, nous sommes, et Monsieur le Président de l'ARCOM,
nous sommes en effet très résilients et très efficaces, notamment en cas de crise. D'où l'intérêt d'ailleurs de la poursuite de la diffusion par voie hertzienne, qu'elle soit en FM ou qu'elle soit aujourd'hui en DAB+. Donc ce sont 700 opérateurs, 2400 salariés, très résilients et très actifs sur les territoires, 1,4 million auditrices et auditeurs fidèles. Et nous avons depuis longtemps abordé le virage du numérique. On a commencé nos premières expérimentations, certains d'entre vous s'en souviennent ici, à notre siège social à l'époque, qui était la tour Pleyel, finalement, la tour Philips, qui est actuellement en rénovation au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, avec le soutien de la Deutsche Welle et de l'Université de Shanghai. Et c'était une aventure extraordinaire où nous avons commencé à expérimenter certaines normes de diffusion, d'abord le DRM, et puis ensuite nous avons bifurqué très vite sur le DAB+, et nous avons lancé à Nantes le premier, avec le soutien du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'époque, le premier multiplex, qui comprenait d'ailleurs un service du service public sur la région nantaise, qui émet d'ailleurs depuis 2010 et qui a été régularisé et régulé depuis au fur et à mesure de notre histoire. Nous avons donc toujours milité et nous avons toujours été convaincus, que ce soit au plan national ou sur les territoires, de la nécessité de la modernisation de la diffusion, tout simplement pour une question comme mes collègues l'ont parfaitement rappelé, maintien et accroissement de la diversité des éditeurs, des radios, accroissement du potentiel d'auditrices et d'auditeurs, et également, on l'a souligné tout à l'heure, un confort d'écoute incomparable, y compris par rapport à la FM. Pour faire simple, on passe des grandes ondes ou des moyennes ondes à la FM, et bien aujourd'hui on passe de la FM au DAB en matière de qualité d'écoute. Et comme le disait le président Roch-Olivier Maistre, quand on a commencé à écouter sur le DAB, dans notre cuisine ou en radio, on s'en passe plus. L'intérêt du DAB, c'est en effet, vous l'avez rappelé, j'y reviendrai pas, c'est l'accessibilité universelle et la gratuité. C'est ça en effet qu'il faut arriver aujourd'hui à préserver. Bien évidemment, il y a d'autres modèles. Il y a d'autres modèles et on sait que certains poussent, vers, notamment les GAFA et leurs filiales, vers le tout IP. C'est donc pour nous, pour tout le monde, un défi industriel sur lequel il faut se pencher et qu'il faut réussir, quels que soient les chemins qui seront suivis vers l'IP, vers le DAB, vers la diffusion par voie hertzienne. Il y a peut-être d'autres voies également. Donc, de toute façon, il faut réussir le passage du DAB, même si nous sommes, et on le sait, on le voit au travers des expérimentations qui ont été menées, notamment depuis 2004, 2005, 2007, en ce qui nous concerne, même si nous sommes un petit peu en retard. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix de réussir le défi du passage partiel ou total, on va le voir tout à l'heure, au DAB+. D'abord parce que c'est un défi sur la diversité des éditeurs, sur la qualité d'écoute pour les auditeurs et les auditrices, des éditeurs, j'ai dit en premier, et puis ensuite parce que c'est un défi industriel. Nous avons un défi de l'équipement des ménages et de l'équipement évidemment en mobilité, je parle des véhicules ici, qui est considérable, avec en effet là des marges de manœuvre, de la valeur ajoutée qui pour notre pays et pour nos fabricants, en tout cas les fabricants européens et les distributeurs au sens, parce que je reviendrai tout à l'heure sur la question des distributeurs, mais au sens des marchands, on va dire, de postes, qui est considérable. Ce défi est considérable. C'est un marché de plusieurs milliards d'euros. Il faut arriver à remplir ce défi. Pour réussir ce défi, comme mes collègues l'ont expliqué, il faut accompagner les éditeurs, quels qu'ils soient. Les éditeurs nationaux, les éditeurs privés, simplifier leurs démarches, les soutenir financièrement et également, j'y reviendrai, les éditeurs territoriaux que nous sommes, les radios sur les territoires que nous sommes. Mais là, je sais, Monsieur le Président, que vous y serez, comme tout le monde ici d'ailleurs, particulièrement attentif, puisque notre modèle économique passe en partie, pas seulement, il faut aussi tuer certaines ardeurs et certains stéréotypes, en partie par la subvention, mais c'est bien la loi de 86 qui a instauré un système d'aide publique pour les radios locales de type associatif, avec d'ailleurs
qui a rassemblé l'ensemble de l'arc politique à cette époque, avec la bienveillante attention de Philippe Léotard. C'est l'article 29 de la loi de 86, qui instaure donc une aide et un soutien public partiel aux radios associatives qui remplissent un cahier des charges relativement exigeant et, on va encore tuer une idée reçue, très contrôlé d'une manière ou d'une autre. Donc nous remplissons ce cahier des charges, nous voulons remplir et réussir ce défi avec l'ensemble des opérateurs, nous nous y sommes préparés historiquement, je vous l'ai expliqué depuis très longtemps, nous y croyons, mais nous y croyons pourquoi? Nous y croyons parce que c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt comme je l'ai dit, un véritable défi industriel. Il faut arrêter, en effet, de vendre dans les magasins, y compris d'ailleurs dans certaines de nos grandes chaînes. Il faut arrêter de vendre de la camelote chinoise où, en effet, vous avez des postes DAB qui commencent à 19 ou 29 € et qui ne sont, j'allais dire, Monsieur le Président, qui dégoûtent l'auditeur du DAB. Il faut donc réguler cette distribution, adopter des normes de qualité sur les récepteurs et, partant, de faire baisser par la massification, de faire baisser le prix des récepteurs pour que l'ensemble des ménages puissent s'équiper, notamment à la maison. Sur les véhicules, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, depuis l'obligation du 1er janvier 2021, on va dire qu'entre 2 millions et 3 millions de véhicules sont primo-équipés. C'est donc une bonne nouvelle, Monsieur le Président, une bonne nouvelle du point de vue du défi industriel que nous devons réussir ensemble. L'ensemble de la nation doit réussir ce défi industriel pour des raisons strictement économiques. Et ce taux d'équipement des véhicules avance, il avance doucement, il avance avec le renouvellement du parc automobile, c'est donc un bon signe. Nous ne pouvons donc plus reculer au regard du défi industriel que nous devons relever aujourd'hui. C'est amorcé, la politique des arcs et des nœuds a permis, un peu tardivement, mais a permis à ce que les grands opérateurs rejoignent les éditeurs territoriaux locaux, que ce soit les radios locales commerciales ou les nôtres, les radios locales associatives. C'est une excellente chose. Maintenant, il faut, comme vous l'avez posé, Monsieur le Président, il faut réussir le soutien de la puissance publique. Pour cela, faut-il suivre la voie qui a été suivie au moment de la télévision numérique terrestre avec le président Chirac, qui avait mis quand même de l'argent sur la table, avec la représentation nationale, bien sûr. Je n'en sais rien, mais je pense qu'il faut ouvrir ce débat sur un soutien massif de la puissance publique à ce stade de notre défi industriel qui est le DAB+. Ça, c'est la première question. Donc, la promotion, oui. La question de la planification, j'ai presque terminé. La question de la planification, elle existe, la planification. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Certains pensent qu'il faut l'accélérer. Est-ce que l'ARCOM a les moyens d'accélérer la planification? La feuille de route est là. Il faut maintenant la respecter. En revanche, Monsieur le Président, l'ARCOM a une difficulté. Et cela nous concerne, nous, acteurs des territoires, sénatrices et sénateurs, comme nous, radio locales. C'est la territorialité de la planification. Il n'est pas sûr que l'ensemble des zones blanches en termes de DAB+, soit aujourd'hui efficacement planifiées. C'est pour ça que nous allons, je suggère ici, une idée qui pourrait être ce qu'on pourrait appeler la solution distributeur. La solution distributeur, c'est tout simplement le fait que l'ARCOM lance un appel à candidature sur les zones rurales, notamment en montagne, mais également les bassins de vie, d'emploi et d'écoute inférieurs à 50 000 habitants, qui ne sont pas ou peu couverts aujourd'hui, sauf évidemment dans le pourtour du système des arcs et des nœuds, c'est-à-dire des grandes métropoles, et où il y a un déficit de radios autorisées en DAB et un déficit, manifestement, d'appel à candidature. On a du mal. Il y a aujourd'hui un système qui est prévu par l'article 28-4 de la loi de 1986, qui est ce qu'on appelle la solution distributeur. Et c'est l'ARCOM qui a la main là-dessus. C'est-à-dire qu'en effet, on peut confier à un distributeur, qui peut être un opérateur de multiplex, le soin de planifier une zone territoriale, et notamment les zones, je pense là aux zones territoriales de type semi-urbaine ou rurale, ou de montagne.
sachant que l'article 29 vient d'être aménagé en ce qui concerne les zones de montagne, il y a 2 ans, dans le cadre de la loi Montagne 2. Non, nous sommes là en face d'un défi et d'une idée qui pourrait contribuer à réaménager ou à aménager ou à accélérer le déploiement du DAB+, sur des zones moins denses, qui sont aujourd'hui, à mon avis, insuffisamment planifiées et insuffisamment occupées. C'est la première idée. Et puis j'en ai une deuxième, parce qu'on parle beaucoup, en effet, de l'implantation, de l'implémentation, ou de la possibilité, puisque c'était déjà implémenté, des puces favorisant la réception hertzienne, qu'elle soit FM ou qu'elle soit DAB, dans les smartphones. C'est un peu compliqué parce qu'on a loupé le virage il y a une dizaine d'années. Le Mexique l'a réussi, mais nous, on ne s'y est pas penché. Puis il y avait certainement d'autres intérêts, ou des intérêts différents que d'autres pays. Et finalement, on n'a pas réussi à imposer l'activation de ces puces, de ces chipsets dans les smartphones. Donc finalement, c'est vrai. Les gens écoutent la radio au travers des smartphones et sur de l'IP, puisque de toute façon, c'est possible à peu près partout. Ici, il y a en effet également là un défi. D'abord, il faut s'opposer à certaines idées qui diraient que d'abord on arrête tout la FM et puis de toute façon tout sera IP et on va même arrêter l'implémentation de puces dans les smartphones. Ça, c'est des idées qui sont poussées notamment par le GAFA. Il faut arrêter cette histoire parce qu'il faut maintenir cette opportunité aux opérateurs de faire ce qu'ils ont envie de faire et on laisse à ce niveau-là le marché travailler comme il se doit en fonction des appétences et des intérêts de chacun. En revanche, aujourd'hui apparaît, depuis longtemps d'ailleurs, la 5G broadcast, dont la responsabilité sur la bande UHF, dont la responsabilité ne relève pas de l'ARCEP, mais relève de l'ARCOM. Et là, Monsieur le Président, je me permets de signaler qu'il y a un gisement de diffusion broadcast pour l'ensemble des opérateurs, pas seulement les opérateurs territoriaux, mais ça pourrait nous aider aussi, nous, en tant qu'opérateurs territoriaux, sur l'activation ou une étude concernant la 5G broadcast sur les smartphones. J'en ai terminé et je répondrai volontiers à l'ensemble de vos questions sur ce défi industriel, Monsieur le Président. Merci. Alors, il y a pas mal de questions du reste. Je vais commencer par celle de notre rapporteur pour avis des crédits budgétaires, Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Si vous le permettez, à ce moment-là, pour plus de dynamisme et peut-être d'efficacité, que chaque interlocuteur réponde à la question, puisque... Bien sûr. Merci. Vous ne m'en voudrez pas, Monsieur le Président de l'ARCOM, si ma première question s'adresse à Madame Sybille Veil, présidente de Radio France, en tant qu'ancien membre du conseil d'administration. Je m'en sens un petit peu obligé. Madame la Présidente, voilà plusieurs années que je vous entends sur le DAB+. Vous en faites un axe majeur de votre stratégie avec vos équipes. Comment Radio France pourrait-elle jouer un rôle de pionnier dans cette transition vers le DAB+? Est-ce que Radio France pourrait, en particulier, envisager de cesser la diffusion de certaines de ses antennes en FM pour privilégier une transition vers le DAB+, avec pour objectif, bien sûr, un accompagnement pour ne pas perdre d'auditeurs? Merci, Monsieur le Sénateur, de cette question qui va me permettre de revenir sur certains points qui ont été évoqués. Je pense qu'on voit tous ce matin qu'il y a un consensus entre les différents acteurs sur l'intérêt de cette nouvelle technologie, donc le saut technologique qui est à accomplir, et que toute la question, en fait, qui nous préoccupe tous, c'est la question de la transition. Quelle modalité? C'est-à-dire qui en supporte le coût? Et on sait que plus cette transition est longue, plus on a un double coût de diffusion à supporter, plus c'est coûteux. Et aucun acteur ne souhaite ce surcoût. En tout cas, nous, services publics, on sait qu'on ne pourra pas le porter eu égard aux moyens dont nous disposons durablement. Donc, plus la transition est longue, plus le double coût sera difficile à supporter. Mais cette transition, pour qu'elle soit réussie, il y a des conditions. Et je rejoins tout à fait celle que Constance Baquet a énoncée au nom du bureau de la radio. Il faut que la couverture soit étendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en dessous de 50%. Il faut qu'on arrive au moins à 75%, qui est la cible fixée par la stratégie de déploiement définie par l'ARCOM.
voire qu'on se pose la question peut-être aussi au-delà, parce qu'en fait, c'est un peu la condition qui a été rappelée. Il faut qu'on retrouve les conditions de couverture actuelles. Donc ça va poser vraiment la question de la couverture des Français. Ça pose aussi une deuxième question, qui est celle de l'équipement des Français. C'est-à-dire qu'il faut que les Français soient équipés pour qu'ils puissent recevoir ces technologies. Ça veut dire que basculer d'une diffusion FM vers exclusivement le DAB+, ne peut se faire qu'une fois que ces deux conditions sont remplies, sauf à fragiliser considérablement notre média. C'est le cas pour l'ensemble des acteurs. Ce sera le cas pour nous, c'est le cas pour les acteurs privés. Je pense que de ce point de vue-là, on se rejoint tous. Notre enjeu collectif, c'est de faire en sorte que les Français connaissent ces technologies, qu'on se pose la question aussi d'accompagner les citoyens dans l'adoption de ces technologies, qu'on leur fasse connaître, que se pose la question des modes de récepteurs, c'est-à-dire quelqu'un a évoqué leur qualité, c'est une vraie question. Il y a la question de leur coût. Tout comme au moment de la diffusion de la TNT, ce sont des questions qui ont été au cœur de la stratégie aussi de déploiement de la TNT. Donc je pense que c'est vraiment les enjeux, et le service public accompagnera, mais il doit rester, parce que sa nature même, c'est quand même l'accessibilité à tous les Français. Il doit rester accessible à tous les Français. Donc nous accompagnerons évidemment le déploiement comme nous l'avons fait, en étant dans les multiplexes moteurs, dans la connaissance et acteurs aussi de toutes les réflexions stratégiques pour le faire, comme nous l'avons été ces dernières années. En revanche, je pense que arrêter prématurément la diffusion en FM de certaines de nos radios, ça veut dire que le contribuable n'aura pas les conditions suffisantes pour avoir accès dans les conditions actuelles. Donc c'est pareil que pour l'ensemble des autres acteurs, c'est vraiment la question de la transition. À quel moment, sans fragiliser le média, sans fragiliser aucun des acteurs de ce média, nous aurons les conditions nécessaires pour envisager, comme le font d'autres pays, puisque le gouvernement britannique a engagé une réflexion dessus, tout comme les Allemands, les Suisses, les Danois, les Norvégiens, tous les autres. Quand est-ce que, pour justement que le secteur de la radio n'ait pas à supporter un double coût, on engage une réflexion sur la transition et le passage d'un mode de diffusion à l'autre. Donc vous posez la bonne question. Comment est-ce qu'on passe d'un mode de diffusion à l'autre? Je pense qu'il faut qu'on travaille tous sur cette transition et ces conditions. Deuxième question. Cette question s'adresse cette fois-ci au président de l'ARCOM. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure dans votre propos liminaire, mais quels sont selon vous aujourd'hui les obstacles au développement du DAB+ en France, et que pensez-vous des débats justement qui émergent sur l'intérêt d'organiser une transition entre l'AFM et le DAB+? Je voudrais juste compléter ce qu'a dit Sybille et vous donner quelques informations sur l'Europe et sur la façon dont les choses évoluent en Europe. On a parlé du modèle du Royaume-Uni. Le DAB a été lancé en 1900. Enfin, on a commencé à travailler sur le DAB au Royaume-Uni en 1995, donc il y a près de 30 ans. Et aujourd'hui, le calendrier arrive avec une extinction qui devra être a priori faite au plus tôt en 2030. Donc il y a quand même aujourd'hui chez nos confrères européens, c'est vrai que les exemples dont vous avez parlé, Monsieur le Président, sur la Norvège et la Suisse, sont des pays qui sont quand même assez différents des nôtres. En revanche, quand on regarde ceux qui sont plus près des nôtres, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Autriche ou à la Suède, ça a été lancé, le DAB+, a été lancé en national il y a plus de 10 ans, mais aujourd'hui, il y a encore une double diffusion. Donc ce n'est pas aussi simple à mettre en place que cela. Et je redis une petite chose, comme j'ai été très courte tout à l'heure, c'est vrai que sur les économies dont on a parlé sur l'accompagnement de l'État, a priori, le jour où le financement du DAB à terme sera fait, donc il y aura des économies considérables pour l'État de l'ordre de 40 millions s'ils éteignent l'AFM sur le service public. C'est vrai qu'avec ces 40 millions, on peut penser qu'il y aura, je parlais de financement tout à l'heure, une aide de l'État pour nous tous qui pourrait être de l'ordre... Attends, ce n'est pas à moi de donner les sommes, mais je vous donne quand même un ordre d'idée sur ces 40 millions. Donc si on pouvait en récolter un petit peu, puisque nous avons toujours considéré, et le président de l'ARCOM le sait, je le dis à chaque fois que nous nous voyons, c'est-à-dire assez souvent que les radios privées, en termes d'aide, sont un petit peu le parent pauvre du paysage audiovisuel français. Voilà. Je vous en prie, Madame la Présidente.
vous aviez naturellement préséance. Et j'ai bien entendu votre dernière expression, qui est toujours douloureuse pour un magistrat de la Cour des comptes, mais c'est vrai que le soutien de l'État est toujours fortement sollicité dans notre beau pays. Je réponds à votre question. Bon, le premier point, quand même, de constat qu'il faut faire, c'est l'adhésion de l'ensemble des acteurs du secteur, des radios associatives aux grandes radios privées, en passant par le service public, sur l'engagement dans la voie du déploiement du DAB+, et je l'aurais dit, dans un concert européen plus général. Et ça passe, pour répondre à la question du sénateur Hugonnet, par un certain nombre de conditions qui ont déjà été évoquées. Accélérer le déploiement. Donc nous avons une feuille de route que nous avons réactualisée pour accélérer nos procédures qui va à ce stade jusqu'à 2024, avec un objectif cible que la présidente Veil a évoqué, de 75 à 80% de couverture du territoire. En tout cas, je le dis ici, bien évidemment, on déploiera nos meilleurs efforts pour, dans le cadre procédural qui s'impose à nous, pour accélérer au maximum ce déploiement. La deuxième condition, je l'ai dit, hein, c'est un effort général de promotion du DAB+. Ça, je crois que cette action, il faut qu'on la mène tous ensemble. Vous le faites d'ailleurs sur vos antennes d'ores et déjà. L'association existe. Il faut remercier le ministère de la Culture qui, à notre demande, puisque j'avais plaidé en ce sens auprès de Mme Bachelot en son temps, l'État a apporté une contribution à ces campagnes d'information et je souhaite qu'elles puissent se prolonger au-delà des efforts des différents acteurs. Il faut généraliser l'équipement. Sur l'équipement, Monsieur le Président, puisqu'on est dans une enceinte parlementaire éminente, il y a un sujet législatif quand même devant nous qui a été évoqué sur plusieurs points. Donc il y a une obligation d'intégration de la puce DAB+ dans l'ensemble des équipements qui viennent aujourd'hui sur le marché, et notamment les produits d'entrée de gamme qui ont été évoqués par le président Bouterin dans son intervention. Il y a un deuxième sujet qui a été évoqué par la présidente Veil, si je ne me trompe, dans son intervention, c'est sécuriser l'équipement des voitures neuves dans la durée en imposant un tuner DAB+ aux véhicules équipés d'un système de diffusion sonore pour éviter un risque d'éviction compte tenu des technologies modernes qui se déploient et qui ont été évoquées ici. Donc ça, je crois qu'il y a un enjeu pour l'ensemble des acteurs de la radio, de sécuriser l'équipement des véhicules automobiles d'un poste et d'un tuner DAB+. Et ça, c'est une initiative qui relève du législatif. Et sans vouloir insister sur ce point, puisqu'il a été évoqué par plusieurs acteurs, trouver une issue sur une mention légale. Et je pense qu'à l'instar de l'exercice que nous menons aujourd'hui, le Parlement me semblerait le mieux placé pour mener une mission brève d'écoute de l'ensemble des acteurs pour voir quelle issue on pourrait trouver à ce cactus, pour reprendre l'expression du président Pompidou sur un autre sujet, que sont les mentions légales. Sur le déploiement, je veux quand même dire un mot au président Bouterin, je l'ai bien entendu. On avait bâti une stratégie et je crois qu'elle était extrêmement pertinente de privilégier, c'est comme ça qu'on a sorti le DAB+ de l'ornière, il faut bien le dire, hein, parce que le DAB+, chère Constance Baquet, en France, il est évoqué depuis très 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 longtemps. Le président Schall qui a évoqué les premières expérimentations, mais ce dossier était complètement encalaminé, il faut quand même dire les choses. Et la stratégie qui a été celle de l'institution de privilégier les grands axes routiers et les grandes agglomérations, qui permet aux grands acteurs privés d'avoir un modèle économique par le bassin d'écoute qui est le leur, est pertinent et a permis d'enclencher la mécanique. Mais notre feuille de route, et vous le savez très bien, qui va jusqu'à 2024, privilégie maintenant des couvertures de zones qui ne sont pas que des grandes zones d'agglomération urbaine ou des grands axes routiers, mais qui privilégient des zones beaucoup moins denses auxquelles, je le sais, vous êtes attachés. Et vous avez évoqué, je ne vais pas rentrer dans la technique ici, des bassins d'écoute plus restreints avec une technologie qu'on retrouve dans certains autres pays. C'est la technologie pour employer
un français d'outre-Atlantique, le Small Scale DAB, donc un déploiement du DAB+, sur de petite échelle. C'est un sujet que nous connaissons bien et sur lequel notre maison travaille, vous le savez, de même que sur la 5G Broadcast, des expérimentations ont été autorisées. Et il faut voir ce que la 5G Broadcast donne avant d'en tirer l'ensemble des enseignements. Donc voilà, je pense qu'il y a un ensemble de faisceaux et puis un objectif cible à un moment de bascule avec les conditions qui ont été évoquées. Donc une fois encore, je le redis ici, nous sommes tout à fait prêts à nous livrer à un exercice de livre blanc à l'instar de ce qu'ont fait nos amis britanniques, qui permettrait de bâtir des scénarios, d'ailleurs, et de fixer peut-être des options possibles de calendrier. Constance Banquet a évoqué l'échéance de 2030. Je pense qu'à partir de cette zone, chez nos amis anglais, mais quand je regarde la feuille de route qui est la nôtre et ce que sera le déploiement à partir de 24-25, en tout cas après les appels d'offres qu'on lancera en 2024, on se rapprochera quand même de la zone des 75-80%. Et donc, on pourra commencer à envisager cette hypothèse à l'instar de nos amis anglais. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur le sénateur Hugonnet. Merci. Troisième question et dernière peut-être pour cette série. Mais oui, pour laisser la place, Président, j'en ai bien d'autres. Mais voilà, ma troisième question va s'adresser à l'Est, si je puis dire, de l'hémicycle, c'est-à-dire à monsieur Schalck. Les radios indépendantes considèrent que leur accès aux fréquences FM est souvent insuffisant pour de nombreux territoires. Le président de l'ARCOM l'a rappelé tout à l'heure. Estimez-vous que le DAB+ est susceptible de favoriser davantage le pluralisme dans l'offre radio? Est-ce que les radios indépendantes pourront cependant assumer longtemps cette double diffusion? Nos adhérents se sont engagés dans l'expérience il y a 10 ans du DAB+, avec conviction souvent, mais surtout avec intuition. Et par définition, elles n'ont pas toutes convergé, ces intuitions. C'est-à-dire que certaines stations ont choisi de couvrir le même territoire avec une double diffusion du même programme. D'autres en ont profité pour créer un programme initié par le premier et qui permettait d'offrir une offre, de proposer une offre alternative. Et d'autres ont considéré que leur zone primaire étant desservie par la FM, ils allaient pouvoir aller plus loin en matière de diffusion et donc ont prétendu à des fréquences plus éloignées de leur base initiale. On voit bien qu'en matière de stratégie, il faut à un moment qu'on s'entende sur les parties pris techniques et donc aussi de contenu. Pour répondre à votre question, aujourd'hui encore, l'ARCOM, et on va évidemment louer ces initiatives, continue à attribuer des fréquences aux opérateurs indépendants, mais pas uniquement, en FM. On voit bien que la FM continue à être d'actualité. Pendant combien de temps? C'est l'une des questions à laquelle il faudrait que nous répondions. C'est l'objet de la réunion de ce matin. Et bien entendu, nos acteurs, on l'a dit, sont nombreux. 170 membres pour ce qui nous concerne, avec des envies, avec un credo en ce média qui les pousse parfois à vouloir s'étendre davantage. On est forcément souvent frustré par le fait de ne pouvoir sortir de ses bases. Je ne veux pas raconter là la frustration récente qui a été la mienne en la matière. Donc oui, on considère globalement qu'on n'est pas suffisamment doté en matière de fréquence FM. Bien entendu, le DAB+ demain nous permettrait de toucher des territoires plus larges. Et donc ça va évidemment dans le sens de la satisfaction de nos adhérents, bien sûr. Alors, je vais regrouper les questions maintenant pour ceux qui souhaitent en poser, en commençant par Monique Demarco, ensuite Jérémy Bacchi, David Assouline et Sylvie Robert. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces informations. Bon, on l'a bien vu, le DAB+ se développe très petit à petit. Et je dois dire, je préfère direct, quand j'ai dit que je venais à cette table ronde, je dois dire que dans mon entourage, personne ne connaissait l'existence du DAB+. Donc il y a vraiment un gros problème de communication. Donc c'est quand même un milieu ouvert que je fréquente. Donc, je vous le dis, donc concrètement, comment allez-vous envisager cette information, cette communication auprès du grand public? Déjà le terme, excusez-moi de vous dire que DAB+, ça ne parle pas. C'est vraiment une abréviation qui vient de l'anglais. Écoutez, je crois qu'il faudrait peut-être commencer par imaginer un autre terme en communication pour... Enfin, je pense qu'au préalable, l'erreur, ici en France, c'est ça ne parle pas. Bon, je poursuis très rapidement. Comment comptez-vous donc mesurer l'audience? Quelle serait, selon vous, la meilleure façon de mesurer cette audience DAB+? Est-il d'ailleurs nécessaire de distinguer les audiences selon les habitudes d'écoute des auditeurs? Et j'ai une question pour
Monsieur le Président de l'ARCOM, serait-il nécessaire que le législateur adapte les procédures d'appel aux candidatures pour permettre un déploiement plus rapide du DAB+. Jérémy Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour leurs propos. Je vais être très bref pour permettre à tous mes collègues de pouvoir s'exprimer. Je rebondis sur ce que disait ma collègue Monique de Marco. J'avais également la question sur les contrôles d'audience. Vous évoquiez, Monsieur Mestre, la nécessité notamment d'avoir des outils de mesure peut-être plus efficients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous voyez les choses et l'utilité d'avoir des audiences un peu plus efficientes? Le deuxième sujet, c'est sur le taux de couverture. Je crois que, Madame Veil, vous évoquiez 14% de taux de couverture en France, notamment sur le DAB+. Alors, ce que j'ai peut-être pas très bien compris, vous m'en excuserez. Pardon ? Taux d'équipement des... Voilà. Est-ce que cela comprend, par exemple, tous les équipements, comme on évoquait tout à l'heure, de téléphonie, de véhicules, etc., ou pas, pour mesurer un peu l'écart qui nous resterait à faire? Et deuxième sujet, pour le coup, je crois, et je partage ce qui a été dit, je crois qu'il existe un véritable enjeu à la fois de démocratisation, mais aussi de gratuité et de pluralisme de l'information à chaque étape de l'évolution technologique, et pour éviter tout risque de prédation. Donc ne pas laisser des gens au bord du chemin, soit par coût, lié notamment à la modernisation, au changement de leur équipement, soit par aussi des problèmes de couverture, mais ça a été évoqué et c'est ce qui nécessite, et je partage évidemment ce que vous avez dit les uns les autres, qu'on ça s'inscrive sur un temps long pour permettre justement une couverture la plus efficiente possible et sans passage brutal. Je vous remercie. David Assouline. Oui, bonjour tout le monde. Quand même que de chemin parcouru, parce que il y a quelques années encore, quand on parlait du DAB+, il y avait peu d'enthousiasme et peu d'acteurs qui l'envisageaient ou en tous les cas qui le prônaient. Et c'est d'ailleurs le sujet dans lequel on est maintenant. C'est-à-dire que ça c'est... Je ne sais pas si c'est français, mais enfin bon, à chaque fois qu'on sait que quelque chose de nouveau va naître, au lieu de mettre le paquet, parce qu'on sait que c'est ce qui s'imposera à terme, tout de suite, on évite, on tergiverse. Et ça a été sur tous les enjeux de révolution technologique concernant le secteur des médias, la plaie, en fait, parce que, souvenez-vous, tous les débats que nous on a pu avoir dans les années 2000, avant sur l'avenir de la musique, on a tergiversé, ensuite sur la vidéo à la demande, et ça continue. Bien. Donc là, ce qui est bien déjà, c'est d'acter que tout le monde a pris. On pourrait faire le parallèle avec les engagements sur la transition écologique. Hein, c'est pareil. Tergiverse et tout, et puis d'un coup, bah ouais, c'est là, c'est devant nous, et c'est un peu plus difficile de le faire aussi brutalement le dos au mur. Donc là, maintenant, on est à 50%, mais mes questions sont sur ce qu'a dit Madame Veil, parce que le diagnostic, il est pour tout le monde, celui-là. Maintenant, pour passer à l'autre phase, il y a deux problèmes à régler, qui sont le problème de cette transition. Aucune radio avec une audience sérieuse ne peut aller plus loin si la couverture n'approche pas la quasi-totalité, y compris en termes publicitaires. Même 70% posera un problème, parce que les 30% manquants, c'est ce qui fait l'équilibre d'une radio et même sa survie. Donc, c'est l'accélération aujourd'hui qui peut régler le problème. Donc, le problème du coût est là. C'est-à-dire comment aider à partir du moment où on sait qu'il y a un problème de coût très important. Et là, si l'État est dans l'innovation, dans ses priorités d'investissement industriel, et je ne parle pas le saupoudrage pour aider des médias, la presse et tout, dans les projets
de modernisation industrielle, dans les visions globales pour que notre pays soit à la pointe, il doit y avoir là quelque chose de dit, de fait, très fort. Bon, voilà, c'est une question. Et est-ce que vous partagez ce diagnostic? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun, pour la question pour vous, pour le service public? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Mais aussi pour les radios qui ont pignon sur rue. Bon. Après, il y a le problème des concentrations. Parce que s'il y a un coup fort, on a remarqué avec le président Lafont dans notre commission d'enquête que, bon, ça existe dans la FM, hein, mais dans le DAB aussi. De façon, il y a 3, je pense, grands, je vais dire entreprises, entités, qui dominent quasiment l'essentiel. Et c'est aussi probablement lié au coût, parce que la diversité, c'est aussi quand c'est accessible au plus grand nombre. Je veux poser une question précise pour conclure au président de l'ARCOM. Il nous a dit un jour, je compte sur le Sénat pour le développement du DAB. Alors bon, comme on n'est pas le gouvernement, nous ne sommes pas un fonds de soutien avec de l'argent pour faire des chèques. Je veux qu'il précise sa pensée, qu'est-ce qu'il attend du Sénat. Nous, on légifère, c'est-à-dire en termes de législation, hein, c'est ça, comme ça que je l'ai compris, que pensez-vous que l'on peut faire pour développer le DAB et pour répondre à votre préoccupation? Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Alors, arrivant à la dernière, beaucoup de questions ont été posées. Je ne vais pas revenir sur l'importance de la radio, du DAB et de ses vertus. Vous l'avez vraiment bien énoncé. L'importance d'une forme de planification, et j'insiste là-dessus, qui permettrait vraiment qu'on n'accentue pas les fractures sociales et territoriales, parce que derrière, c'est aussi cela. Pour notamment passer la transition, on voit bien que les leviers sont multiples. Il touche des modèles économiques, il touche des acteurs très différents, des constructeurs, des distributeurs, des opérateurs. Il touche aussi l'observation, on va dire, de l'évolution des usages. Vous en avez parlé, le président de l'ARCOM en a parlé, mais c'est quand même un point absolument essentiel. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que ce livre blanc dont le président de l'ARCOM a parlé va venir, en tout cas, observer tout ça? À qui va-t-il s'adresser, ce livre blanc? Dans quel calendrier? Parce qu'on voit bien que derrière, il y a aussi des nécessités d'aide publique avec des leviers très différents. Ça peut être des leviers fiscaux, des leviers via la subvention. On en a eu les 30 millions sur le PLFR 2020 a été de celui-là. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des précisions sur ce livre blanc. Et enfin, une petite question, mais qui est importante, et l'outre-mer. Est-ce que c'est, en tout cas, la question ultramarine est aussi présente dans vos réflexions? Voilà, merci. Sonia de la Prévôté. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'ai des questions qui sont complémentaires. Est revenue plusieurs fois la question de la réception et donc le matériel en fait qui va chez l'usager, chez celui qui écoute la radio. Est-ce qu'il y a eu une étude précise de marché et prospective sur l'évolution de la part de l'accès par le numérique, par le DAB et par le hertzien, puisque dans les évolutions évidemment comportementales, il y a l'utilisation de matériel multi-usage comme les smartphones, par exemple. Et là, pour le coup, on n'achète pas un accès à la radio pure quelque part. Quand on investit dans le matériel, on accède à beaucoup d'autres choses. Donc, comment une stratégie DAB peut-elle clairement, simplement
de façon moderne, s'intégrer dans ces nouveaux usages. Et vous avez évoqué un véhicule législatif pour imposer. Est-ce que dans les pays où cela s'est développé, il y a déjà eu besoin d'un véhicule législatif? Quel est-il s'il y a eu besoin? Où est-ce qu'ils s'en sont passés? Et dans ce cas-là, quel est le blocage français par rapport à ces pays si jamais eux n'ont pas eu besoin de véhicules législatifs? Et puis la deuxième question se rapproche de celle de ma collègue Sylvie Robert. C'est la question il a été dit maintien d'un média radio libre, simple d'accès et gratuit. Je pense qu'on souscrit tous parfaitement à cet objectif. La liberté éditoriale d'information, mais aussi la diversité d'information, c'est-à-dire l'absence de concentration et finalement de quelques filtres qui décident de ce qui est diffusé et de l'information à laquelle accèdent les auditeurs. Et cette diversité, c'est aussi l'accès partout. Et on voit bien que quel que soit le média qu'on regarde, que ce soit les journaux avec la presse quotidienne régionale, que ce soit la télévision avec finalement cette disparition petit à petit des télévisions locales, et on voit bien aussi que le modèle des radios dans les territoires, pour peu qu'il y ait au départ de l'organisation une radio nationale, c'est finalement les programmes nationaux qui prennent le pas sur les programmes locaux, et quand ce sont des programmes locaux, ce ne sont pas toujours des programmes ultra-locaux, c'est-à-dire qui intéressent les citoyens. Et il me semble que, outre le déploiement du DAB, ce défi démocratique de l'accès à une information locale, libre et indépendante, fait partie vraiment des sujets qui doivent être associés à ce déploiement du DAB. C'est cet objectif d'un accès partout à une information qui n'est pas la même, qui n'est pas uniforme, mais qui n'est pas la même non plus en fonction des territoires. Michel Logier. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais juste intervenir sur un seul point, puisque beaucoup de choses ont été dites, et notamment par les intervenants, mais aussi par mes excellents collègues. Je voulais revenir simplement sur la sobriété, parce que ça a été évoqué par certains d'entre vous. Aujourd'hui, l'AFM est énergivore. Donc, alors qu'on parle de restrictions, on nous préconise de porter des cols roulés, on éteint l'éclairage public la nuit. Là, je pense qu'il y a peut-être aussi des économies d'échelle à pouvoir faire. Donc, c'est pour ça, est-ce qu'on vote actuellement beaucoup de textes pour accélérer certaines choses au niveau de l'énergie? Est-ce que là, ça ne serait pas aussi une des raisons pour accélérer la mise en place du DAB+? Et enfin, dernière intervenante, Catherine Morin-Desailly. Merci, Président. Une question assez courte. Compte tenu de la difficulté qu'il y a eu à faire avancer le dossier de la modernisation de la TNT lors des derniers débats au Parlement, en tout cas, le peu d'allant, la ministre de l'époque était Roselyne Bachelot sur ce dossier, il est permis de s'interroger sur l'engagement du ministère sur ce dossier également du DAB+. Finalement, les dossiers ne sont pas les mêmes, mais c'est assez comparable dans la démarche. Besoin de modifications législatives, besoin de moyens importants. Donc, pourriez-vous nous dire, en l'état, quelles sont aux uns et aux autres vos discussions avec le ministère? Est-ce que vous sentez du répondant et la nécessité de faire avancer ce dossier? Moi, je pense qu'il faut le faire avancer, l'explorer, parce qu'il en va, comme vous l'avez très bien rappelé, de l'avenir d'un média extrêmement populaire, extrêmement important, qui doit aussi s'adapter aux nouveaux usages. Donc, j'y vois là un enjeu extrêmement fort. Vous avez aussi rappelé, je crois que c'est Sybille Veil qui a rappelé que ce média est porté par un secteur extrêmement puissant, auquel, à titre personnel, je suis assez sensible, qui est celui de la musique. Quelles sont les attentes dans le domaine de la musique? Alors, musique, bien sûr, de patrimoine et de création, musique également actuelle et musique diverse, parce que on a souvent regretté au sein de notre commission, à chaque fois que nous avions à débattre des différents coms, que la télévision portait assez peu la musique. Donc on compte beaucoup sur la radio pour exposer les nouveaux talents, pour exposer les œuvres francophones, pour aussi exposer la vie musicale qui est très riche de par le nombre de formations qu'il y a dans notre pays. Donc, quelles sont les attentes? Est-ce que ces nouvelles technologies, en somme, sont très attendues parce qu'elles permettent aussi une meilleure qualité, une plus grande accessibilité de tous à la culture?
Voilà, tout le monde ne peut pas se rendre au spectacle et la radio fait partie vraiment des médias importants. Voilà 2 questions assez précises et merci d'y répondre. Je vais vous laisser vous répartir, vous saisir des questions sur lesquelles vous souhaitez répondre. Peut-être Monsieur le Président de l'ARCOM, si vous voulez commencer. Merci Monsieur le Président d'avoir la gentillesse de vous tourner vers moi pour ouvrir le bal des réponses. Je vais essayer de globaliser ma réponse. Alors, je partirai peut-être de la question de David Assouline. Je crains d'avoir le privilège de l'âge dans cette assemblée. Donc, ce privilège permet d'avoir un regard rétrospectif. Ce qu'il a dit n'est pas totalement faux. Je me souviens d'avoir vécu très, très directement tous les débats qui entouraient la TNT, qui ont entouré la TNT pendant de très très nombreuses années. Je ne citerai pas des propos de certains grands présidents d'entreprises de l'audiovisuel public, dont certains sont encore en fonction, et qui me battent sur le terme de privilège de l'âge. Mais le lancement de la TNT, ça a été quand même une très très longue aventure. Et si, au sommet de l'État, en particulier à l'époque où je servais le président de la République, on n'avait pas mis son poids pour le lancement de la TNT, elle n'aurait jamais vu le jour. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et le DAB a vécu exactement le même circuit. On a eu les mêmes blocages, j'allais presque dire pour les mêmes raisons, et le déblocage a fini par se faire. Et donc maintenant, il faut tout faire pour, puisque ce point est acquis, faire en sorte qu'on puisse le déployer. Deuxième élément de réponse à plusieurs questions qui ont été évoquées. L'une des feuilles de route consubstantielles à la loi de 86, vous le savez, c'est le pluralisme. C'est vraiment le fil rouge de l'ensemble de l'action du régulateur, au sens de la pluralité des opérateurs. Et le secteur de la radio en est une parfaite illustration. On a un paysage d'une diversité, une densité qui est spectaculaire en France. Plus de 1000 radios, je le rappelle. C'est considérable. Des radios nationales, des radios locales, des radios publiques, des radios privées, des radios musicales, des radios associatives. Et cette feuille de route qui vaut pour la FM depuis la libération de la bande FM, depuis les années 80-81, elle vaut aussi pour le DAB+. Et donc dans notre logique d'appel à candidature auquel nous sommes tenus et dans les choix que le régulateur fait, il veille très attentivement à maintenir ces équilibres. J'ai bien entendu ce que Mme Binquet et Mme Veil ont dit tout à l'heure sur le fait que ceux qui occupent aujourd'hui au premier chef la bande FM devaient trouver naturellement leur place de façon prioritaire sur le DAB+. Nous sommes très attentifs à préserver cet équilibre qui est vraiment une richesse pour notre paysage audiovisuel. De même qu'on veille, et là aussi je réponds aux questions qui nous sont posées, à l'équilibre de traitement des territoires nationaux. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles on était parti des grandes métropoles, des grands axes routiers, pour ensuite couvrir l'ensemble des territoires, et notamment des territoires moins denses. Ça vaut pour l'outre-mer, je le dis à la question qui m'a été posée. Nous avons lancé sur ce volet-là une expérimentation qui est maintenant en cours en Martinique. Je me rendrai prochainement aux Antilles pour regarder ce point de façon plus spécifique. Vous l'avez tous dit, on l'a tous dit, il y a un vrai sujet de communication. Il est prioritaire aujourd'hui, c'est évident. Le cycle DAB+, n'est probablement pas le plus heureux. Notion de radio numérique parle probablement beaucoup plus. Je ne suis pas sûr que la TNT, tous les Français sachent exactement ce que le cycle peut signifier. Mais en tout cas, votre observation est juste. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a la chance d'avoir une association de promotion du DAB qui existe, elle est récente, il faut qu'elle déploie ses ailes, il faut qu'elle déploie son action. Et ça dépend de vous, les acteurs. Quand la TNT, quand on avait créé l'association pour le lancement de la TNT, c'est des acteurs qui ont pris les choses en main et qui ont mené les campagnes de sensibilisation, d'information des Français. Il n'y a que vous qui pouvez le faire avec vos antennes et par le biais de cette association, quitte bien sûr à ce que l'État puisse l'accompagner avec ses propres outils et ses propres moyens financiers pour vous aider dans cette action. Sur les procédures, la longueur des procédures, elle n'est pas liée exclusivement, il faudrait quand même insister sur ce point, sur le cadrage juridique. Mon expression était peut-être pas totalement juste. Il y a effectivement
une longueur de procédure qui est liée au fait que toutes les attributions de fréquences en radio comme en télévision, vous savez qu'on a un petit dossier en cours en matière de télévision sur des renouvellements de fréquences. Ces procédures d'appel à candidature sont longues, mais c'est elles et elles seules qui permettent de garantir le pluralisme auquel vous êtes tous attachés. Mais derrière ce processus d'appel à candidature et d'attribution des fréquences, il y a aussi tout le travail que les opérateurs eux-mêmes doivent mener. Création d'un multiplex, qui est dans le multiplex, comment on gère le multiplex. Derrière la constitution du multiplex, le déploiement des émetteurs, où est-ce qu'on positionne les émetteurs, et c'est un travail très, très fin, il est en cours en ce moment sur beaucoup de sites. Et donc ce volet technique qui suit les procédures d'appel à candidature explique aussi la longueur des procédures. Et donc par rapport à la feuille de route de l'ARCOM que nous avons accélérée, et on est en avance de phase d'ailleurs par rapport au propre calendrier qu'on s'était fixé, puisque on pensait atteindre 40% fin 22 et qu'on est au-delà, on est à 45% avec l'objectif cette année d'atteindre 50%. Je pense que c'est pas le moment, enfin c'est pas sur ce point-là, me semble-t-il, que l'intervention du législateur est prioritaire. On a une feuille de route, 24 c'est demain, on est en 23, 24 c'est après-demain. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille modifier ce cadre-là. Par contre, il y a quelques points sur lesquels l'intervention du législateur me paraît utile. Je l'ai évoqué, sur l'équipement, sur la sécurisation des postes de radio sur les voitures, sur la question des mentions légales et sur le sujet de l'accompagnement financier. Monsieur Assouline, puisque vous m'avez posé la question, je pense que le Parlement a un rôle à jouer. Je l'avais dit en son temps et je le redis, notamment dans la fixation des crédits du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, pardon. C'est un petit budget, 30 millions d'euros par an comme ordre de grandeur. Les chiffres qui ont été cités par les acteurs ici présents, je ne réévoquerai pas le déficit du budget de l'État. En tout cas, ce n'est pas le sujet qui nous rassemble aujourd'hui qui est susceptible de menacer gravement les finances publiques. Donc, si accompagnement il peut y avoir, il peut aussi y avoir accompagnement sur ce point-là. C'est réglementaire, c'est le réglementaire et législatif, je l'ai évoqué, sur les obligations, sur les sujets de déploiement d'équipements, donc l'obligation d'avoir la puce DAP dans les récepteurs dès l'entrée de gamme, la sécurisation des autoradios dans tous les véhicules, pour sécuriser ce point-là, la question des mentions légales, mais je pensais aussi effectivement à la question de l'accompagnement budgétaire via le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Voilà, je ne vais pas monopoliser toutes les réponses parce que je pense que d'autres souhaitent intervenir sur ce point. Madame Banquet. Alors d'abord, moi je voulais dire que je partageais l'avis de M. Assouline sur le besoin de préserver la couverture de la population. On l'a beaucoup dit pour nos radios. C'est évidemment, on protège nos audiences, on protège nos chiffres d'affaires, mais évidemment, il ne faut pas qu'on perde des auditeurs lors de ce passage. Sur la concentration aussi, en termes de couverture, les groupes privés ne peuvent pas dépasser 160 millions d'auditeurs, donc ça garantit le pluralisme. Je ne veux pas m'opposer à mon ami Sybille Veil, mais je crois que sur la couverture, vous n'avez pas de seuil, imposé. Sur la musique aussi peut-être, mais je ne vais peut-être pas être les seuls. C'est vrai que la radio est le dernier endroit où on écoute la musique gratuitement, à la différence des plateformes qui sont beaucoup moins régulées que nous, en particulier sur les quotas. Donc je crois, Roch-Lily, tu en avais dit un mot, mais c'est vrai qu'on a besoin de vous, sur nous soutenir sur cette loi de 2016 qui a été durcie avec le plafonnement des rotations des titres francophones et que nous, on a besoin là-dessus d'aide sur les quotas. On en a beaucoup parlé, mais je profite de cette tribune pour le redire et pour redire que la radio est le seul endroit où on diffuse de la musique gratuitement. Voilà. Monsieur Schalk. Oui, merci. 2-3 réponses complémentaires à ce qui a été dit. Le nom, d'abord, on parlait tout à l'heure de RNT, qui avait été effectivement la première dénomination. DAB+, c'est une marque partagée à l'échelle de la planète, et donc on serait un peu isolé si demain on
ont changé de nom quant à cette offre. Donc je pense qu'elle nous est imposée et on compose avec. Le public se l'appropriera quand on lui en parlera et je veux y croire. Pour ce qui est des mesures d'audience, la question était posée tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas faire la distinction entre les différents canaux de réception. Médiamétrie y travaille. On devrait accéder à ces éléments dans les prochains mois ou les prochaines années, les prochains mois plus vraisemblablement. Donc c'est une information dont on a besoin. Si on était effectivement aujourd'hui certain que le DAB+ représentait déjà 20% de notre audience, on ne pourrait plus du tout considérer que ce soit une option. Donc attendons ces éléments avec attention. La concentration, si vous parliez en fait d'acteurs régionaux qui sont principalement, je réponds à la question de Claude Assouline, les radios ont souvent été, les nôtres en tout cas, créées par des passionnés il y a 40 ans et après 40 ans parfois, même dans un couple, la passion peut un peu s'estomper. Donc certains de nos opérateurs historiques passent la main et effectivement des opérateurs nationaux, de grands opérateurs régionaux aujourd'hui peuvent s'étendre et racheter des radios qui avaient été créées à l'époque, mais je ne vois pas moi 3 acteurs principaux qui seraient aujourd'hui intéressés plus que d'autres par le fait d'étendre leur zone en FM ou en DAB+. Et puis effectivement, les questions liées à la musique sont centrales. Quel est le problème auquel la radio, dans sa globalité, se heurte aujourd'hui? C'est le fait surtout que la jeune génération se détourne de ce que nous produisons. Et on ne l'a pas dit encore, mais si le DAB+ permet en particulier de répondre à cette question importante-là, il faut que nous soyons diffusés partout, par tous les canaux, pour que la jeune génération qui est habituée à écouter des sons compressés se dise aussi que la diffusion analogique pourra à un moment appartenir au passé et que le DAB+ est le son d'aujourd'hui. Donc la jeunesse, c'est vraiment l'un des objectifs centraux. Notre audience de demain, évidemment, est celle qui aujourd'hui nous fait défaut. Donc travaillons également à les convaincre en matière de contenu et aussi en matière de device et de mode de diffusion. Oui. Sybille Veil. Merci, Monsieur le Président. Sur la question de savoir quel est le besoin que nous avons tous aujourd'hui, moi je répondrai très simplement, on a besoin de visibilité. C'est-à-dire que on voit bien tous qu'on a un enjeu, on ne veut pas fragiliser le média, donc on veut que la transition soit suffisamment longue et bien menée pour pas perdre d'auditeurs, mais plus elle va être longue, plus ça va être coûteux. Or, on a tous fait le constat que il y a eu beaucoup d'hésitations sur le fait de lancer cette technologie. Pourquoi? Parce qu'aucun acteur n'a économiquement intérêt à investir massivement s'il ne sait pas si ça ira jusqu'au bout. Donc en fait, la vraie question, c'est quel est le calendrier dans lequel l'adoption de cette nouvelle technologie ira à son terme, quel calendrier dans lequel elle viendra se substituer à la FM. Je pense que le premier besoin de tous les acteurs économiques, c'est celui-là, parce que c'est ce qui fait que tout le monde adhérera franchement et pourra fonder aussi sa stratégie, ses décisions financières sur cette question-là. Je rappelle que Radio France a cherché à justement donner aussi des signaux à l'ensemble du secteur sur cette question-là, moi, dès 2018. C'est d'ailleurs ma première audition devant, à l'époque, le CSA, quand je me présentais comme candidate à Radio France. J'avais pris l'engagement qu'on irait très franchement dans le DAB+, et qu'on le soutiendrait, ce qu'on a fait sans équivoque tout au long de ces dernières années. J'appellerai aussi que le service public a éteint ses zones longues et ses zones moyennes plutôt en avance par rapport à l'ensemble du secteur, ayant encore le souci de donner des signaux positifs que les économies faites d'ailleurs à cette occasion ont été rendues en contribuables en 2015 et 2016 à l'occasion des plans d'économie successifs qu'a pu faire Radio France pour améliorer l'efficience de la dépense publique dont nous avons la responsabilité. Et ce qu'on continuera évidemment de faire. Dans les conditions, cette visibilité, elle doit s'accompagner aussi, je pense, de certains accompagnements législatifs très bien rappelés par le président de l'ARCOM. La présence dans les voitures est indispensable. Pourquoi elle est indispensable? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec le développement des tableaux de bord connectés, les constructeurs automobiles ont tendance à sous-traiter aux GAFA l'infotainment au sein des véhicules. Donc aujourd'hui, c'est Google, c'est Apple, c'est Amazon qui opèrent ces tableaux de bord connectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, ça rejoint d'ailleurs une question qui a été posée par la sénatrice Catherine Morin-Desailly sur la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'un jour, les automobilistes, quand ils rentreront dans leur voiture, ils auront Amazon Music, Apple Music, YouTube directement accessibles, qu'ils n'auront pas, ou en tout cas très difficilement accès aux radios nationales. Or, quand on sait le rôle qu'ont
les acteurs de la radio nationale pour soutenir notamment la diversité musicale, la scène française. Si on a une scène musicale française aussi forte aujourd'hui en France, c'est bien parce qu'il y a des acteurs de la radio pour soutenir, la faire connaître, la faire durer, la rendre visible. Donc je pense que pour cette souveraineté culturelle aussi, cette question de la souveraineté culturelle, le fait de préserver le média radio et ses conditions de distribution, c'est une condition qui est essentielle. Enfin, pour répondre à l'anticipation sur les conditions de technologie, nous sommes réunis ensemble avec l'ensemble des autres acteurs privés. Monsieur Schalk y a fait référence dans Radio Player. Radio Player, il se trouve que c'est une technologie européenne qui en plus a cette particularité d'être hybride, c'est-à-dire qu'elle passe du DAB à l'IP. Et c'est bien l'évolution de la radio, je pense que son évolution dans les années à venir, c'est bien sur des modes de réception qui soient hybrides, c'est le fait que entre les différents appareils, il y a un suivi, une continuité, et c'est bien là-dessus qu'il faut que nous travaillions tous ensemble collectivement. Et une réflexion comme celle qui est proposée par le président de l'ARCOM doit nous permettre d'avoir un coup d'avance aussi stratégique sur ce qu'on veut faire ensemble pour justement continuer à faire en sorte que le média radio soit moderne, soit attractif et soit diffusé dans les meilleures conditions possibles de simplicité pour le public qu'on veut continuer à toucher, parce que sinon, qu'est-ce qu'il fera ? Il écoutera YouTube chez lui, directement dans sa voiture, sans avoir pu à passer par la radio. Donc je pense que l'enjeu de fond derrière, c'est celui-ci, et qu'il faut que l'ensemble du secteur soit uni derrière cet enjeu-là. Monsieur Boutrin. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est une question de calendrier. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. Le défi du DAB, il faut le surmonter maintenant, parce que ça a commencé, il y a eu tergiversation, et maintenant, il s'agit d'un défi qui n'est plus un défi technologique, qui n'est plus un défi de planification, mais qui est un défi économique et voire industriel. Donc la question est, est-ce que c'est une question de calendrier ? Non, le calendrier, il est là, finalement, il nous est guidé, il est guidé par la planification de l'ARCOM, qui, je le répète, est tout à fait satisfaisante. La question n'est pas là. Des interrogations subsistent sur certaines zones blanches, ça se résoudra, mais le calendrier est là, il est bien, il a démarré depuis longtemps maintenant. La question, c'est celle, Monsieur le Président, d'un signal politique, comme exactement, et vous l'avez soulevé, exactement comme après les 8 ou 10 ans de tergiversation sur la TNT. Est-ce que c'est une question de nom de marque ? DAB, pas DAB, RNT, j'en sais rien. Bon, c'est à réfléchir, le cas échéant. Ce n'est pas un obstacle, ça. Si en effet, comme le dit Christophe Schalk, c'est un nom unanimement porté au plan européen, il n'y a aucun souci là-dessus, il faut maintenir le nom DAB. Par contre, il faut un signal politique fort. Ce signal politique nécessite incontestablement un soutien de la puissance publique. Ce n'est pas forcément un soutien massif économique. Le président Chirac avait provisionné 150 millions d'euros. Aujourd'hui, 150 millions d'euros au regard des plans de relance, ce n'est pas grand-chose. Je sais que c'est beaucoup, Monsieur le Président de l'ARCOM, mais ça se travaille, on va dire, sur d'autres économies qui peuvent être réalisées. Donc, en effet, la question, c'est celle de la volonté politique, donc du signal politique, et ce signal ne peut venir que du gouvernement et évidemment du Parlement. C'est pour ça que, à mon sens, votre rôle est essentiel. J'en terminerai par un petit mot sur les radios locales associatives pour quelques secondes. C'est vrai que les radios locales associatives sont partiellement subventionnées de par la loi, article 29 et article 80 de la loi de 86. C'est vrai que nous avons entamé d'ores et déjà, et ça aboutit, des discussions sur un soutien particulier à la double diffusion, qui, je le répète, est pour 200 des nôtres déjà entamé depuis plusieurs années, mais il s'agit de 200 € par mois. Je le répète, Monsieur le Président, il s'agit de 200 € par mois pour les opérateurs. Ça reste un petit peu faible. Donc, je tiens à vous préciser que notre demande de soutien financier et logistique pour les radios associatives, et je remercie le président de l'ARCOM et d'ailleurs l'ensemble des éditeurs ici présents de ne pas avoir fait obstacle à ce type de soutien supplémentaire, il reste limité au regard du défi que nous devons tous relever et ensemble. Je vous remercie.
Monsieur Gaucho, oui, Monsieur Gaucho et ensuite Madame Banquet, et puis nous arrêterons. Merci Monsieur le Président de me donner la parole. C'était juste pour répondre à deux questions qui n'ont pas trouvé de réponse pour l'instant. Et commencer par, pardonnez-moi, rebondir sur ce que vient de dire Sybille Veil sur le fait qu'il importe quand même de bien comprendre que personne ici n'imagine que le DAB+, c'est l'alpha et l'oméga du succès de la radio de demain. C'est un des piliers, un des éléments extrêmement importants. Et ce qui est important, c'est que la radio soit présente partout où il y a des usages. Donc par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure sur le rapport entre l'écoute en IP, FM et DAB. Alors entre FM et DAB, il faut qu'on puisse marquer les signaux FM et DAB pour pouvoir mesurer les audiences et voir dans quelle proportion les uns et les autres écoutent la FM et le DAB. En revanche, on regarde de très près le rapport entre l'écoute en numérique, en IP, et celle en hertzien. D'abord, il faut quand même se rappeler que la radio linéaire représente aujourd'hui 56% de l'usage total de l'audio. C'est-à-dire qu'il comprend également les plateformes de streaming musical, qui comprend également l'écoute des podcasts. Et donc, on voit bien que la radio linéaire est toujours extrêmement puissante. Et ensuite, dans le rapport, dans l'écoute de la radio linéaire entre le hertzien et l'IP, et donc Internet, on est toujours dans 80% de l'écoute de la radio linéaire qui se fait en hertzien. Donc on voit que ça reste également extrêmement puissant et on comprend bien en quoi le DAB+, et le hertzien d'une manière générale restent, au-delà de tous les avantages qui ont été évoqués, un point extrêmement important pour le dynamisme de la radio. Ça, c'était pour répondre à une première question. Et la deuxième question qui portait sur la sobriété énergétique, en fait, la raison, elle est très simple. Les émetteurs consomment beaucoup moins d'énergie à diffuser le DAB+, que la FM, puisque la spécificité de la technologie du DAB+, c'est de permettre d'encoquiller, si j'ose dire, dans un seul et même signal, sur une seule et même fréquence, 13 signaux de radio différents. Donc là où aujourd'hui, en analogique, vous avez 13 fréquences pour 13 radios, avec le DAB+, vous avez 13 radios pour une seule fréquence, donc on consomme beaucoup moins d'énergie. Madame Banquet. Je serai encore très rapide. Juste, je rejoins Sybille sur la visibilité. En revanche, pas de visibilité, au risque d'être un petit peu assistante sans aide. Radio France est aidée, enfin, est financée par l'État, les radios associatives par la FSER et les radios privées, on doit se financer sur nos recettes. Et on l'a dit tout à l'heure, les recettes ne sont pas extensibles, et surtout en ce moment. Donc c'est vrai que je vais conclure par ça. Les aides et l'engagement de l'État est essentiel pour les radios privées. Merci de votre attention. Merci. Dernière question, Monsieur le Président de l'ARCOM, puisque vous avez annoncé le livre blanc, la possibilité de faire un livre blanc. Sous quel calendrier ce livre blanc pourrait être élaboré? Parce qu'on voit bien qu'il pourrait répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées ce matin, et en termes de calendrier, de bascule et éventuellement d'accompagnement. Écoutez, je profitais de cette table ronde pour faire cette proposition. Vous êtes toujours demandeur de propositions dans ce genre d'enceinte. Donc, si elle fait consensus auprès des uns et des autres, également des services de l'État, puisque bien évidemment ça intéresse aussi l'État qui a été aussi évoqué à l'occasion de cette table ronde, on pourrait se mettre en ordre de marche. Je me tourne vers le directeur qui, je vois, pâlit. Je me souviens d'une réunion dans ma jeunesse, puisqu'on évoquait le président Chirac, à l'hôtel de ville de Paris, une réunion où il y avait une batterie de directeurs qui étaient présents. Et une fois n'était pas coutume, c'était extrêmement courtois, le président a piqué un coup de sang sur un dossier qui était complètement encarafé, et employé un mot que je ne prononcerai pas dans cette enceinte, parce qu'il pourrait choquer certaines oreilles. Donc, qui a fait cette bêtise, je dirais, pour traduire son propos? Il se tourne vers le secrétaire général, c'était à l'hôtel de ville. Le secrétaire général lui-même se tourne vers le directeur qui était à côté, qui se tourne vers le chef de service, qui se tourne vers le chef de bureau. Donc on a vu toutes les têtes tourner d'un coup. Et là, je me tourne vers le directeur, comme il se doit. Voilà. Donc tout ça pour dire que, on pourrait s'y mettre. Ça demande d'entendre l'ensemble des acteurs. Donc ça prend un petit peu de temps. Et en tout cas, on essaierait de conclure assez rapidement, mais l'idée serait vraiment d'entendre tous les points de vue, d'essayer de bâtir des scénarios, de voir bien toutes les questions qui s'opposent, et
et d'éclairer la visibilité qui a été évoquée par la présidente Veil. On pourrait mener ça cette année. Au moins le premier semestre. Dans votre semestre, voilà. Premier semestre, lancement premier semestre, c'est ça? On pourrait le lancer là. Enfin, si ça adhère, on lancerait là. Et bon, je pense qu'il faut compter quand même quelques mois pour entendre un peu tout le monde. Enfin, voilà. En tout cas, d'essayer d'atterrir d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de vos participations et des précisions et des éclairages que vous nous avez donnés. Je pense que cette table ronde était utile. En tout cas, je sais qu'elle était assez attendue, bien sûr, par les sénatrices et les sénateurs, mais au-delà, parce qu'il était nécessaire et utile que nous parlions de ce sujet du DAB+. On a bien perçu à travers vos interventions respectives les enjeux qui sont derrière, et évidemment la commission culture, éducation et communication du Sénat est très attentive à vous accompagner sur ces enjeux stratégiques pour le secteur de la radio. Merci beaucoup.